record. Alors, ça ici, c'est fait. Alors, on s'en va en direct. Ça prend quelques secondes, mais ça arrive. Alors, c'est parti. Alors, un 9e live ce soir pour la Maison de la Famille des Pays d'en haut. Alors, bonsoir chers parents qui êtes peut-être en train de vous connecter avec nous ce soir et bienvenue à ce nouveau Facebook Live de la Maison de la Famille des Pays d'en haut. Mon nom est Geneviève Cusson, je suis orthopédagogue chez Futé et j'ai le grand honneur d'animer toute la série de Facebook Live qui vous sont offerts par la Maison de la Famille, mais aussi par tous les partenaires à la réussite éducative des Laurentides. Donc, ce soir, on reçoit Myriam Asselin. Myriam, qui est psychoéducatrice au CI3S des Laurentides. Allô, Myriam. Allô, Geneviève. Alors, avec Myriam, on va discuter de TDA avec ou sans H. Hein? C'est un sujet dont on entend encore vraiment beaucoup parler, mais qui demeure un enjeu pour plusieurs familles. Ne serait-ce que savoir est-ce que mon enfant a réellement un TDAH ou si les manifestations, les comportements qu'on observe sont dus à une autre cause. Hein? Donc, ce n'est pas toujours si simple que ça à démêler. Et c'est un peu ce que Myriam va nous aider à faire ce soir, donc à démêler quelles sont un peu les manifestations du réel TDA ou d'autres choses. Et en même temps, avoir un peu de trucs et de stratégies pour agir comme parent là, quand on a un enfant qui présente des manifestations ou un réel TDAH. Alors, allô Myriam, bienvenue avec nous ce soir. Merci beaucoup, Geneviève. Merci de l'invitation. Ça nous fait plaisir. Que je pouvais me lancer? Oui, bien c'est ça. Alors, nous autres, on voulait savoir un petit peu, là, une psychoéducatrice, qu'est-ce que ça fait là, en CI3S d'abord, pour essayer de comprendre un peu c'est quoi ton rôle? OK, bon, parfait. Bon, ben c'est ça, en fait, juste avant, j'ai été un petit peu maladroite, je me lançais, mais c'est ça, je voulais juste dire, je suis super contente d'être là. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, c'est ça, je suis psychoéducatrice au CIS des Laurentides. Je travaille auprès des enfants, des adolescents et de leurs parents, donc grosso modo la clientèle 0-18 ans. Mon mandat, c'est vraiment de soutenir l'adaptation des jeunes dans leurs différents milieux de vie, donc autant à la maison, à l'école, avec les amis. Puis pour faire ça, ben, je vais soit travailler individuellement avec le jeune ou avec toute la famille ou des fois même plus avec les parents. Puis je suis amenée à collaborer avec les partenaires externes, donc l'école, des fois le médecin, puis vraiment dans le but de mieux soutenir l'enfant. Oui, ça fait beaucoup de monde pour un enfant, hein? Tout un village qu'on dit. Oui, exactement. Donc, je vous rappelle que tout au long de ce live, vous avez le droit de nous poser des questions. Alors, dans les commentaires sur Facebook, posez des questions, moi je peux les voir et puis on va pouvoir essayer d'y répondre. Puis, mais je vous invite aussi à nous faire un petit like, un petit j'aime, nous écrire d'où vous venez, nous faire des commentaires. Ça nous fait plaisir aussi de savoir à qui on a affaire. Alors, Myriam, tantôt, tu me disais, juste avant l'entrevue, qu'il y avait beaucoup de familles qui consultaient le CI3S pour vérifier si leur enfant avait oui ou non un fameux trouble déficitaire d'attention. Donc, malgré qu'on en a beaucoup parlé dans les dernières années, hein, c'est un sujet qui est quand même, dont on entend beaucoup parler, ça demeure une préoccupation là, pour plusieurs familles. Oui, oui, tout à fait. Donc, souvent, en fait, c'est que les parents deviennent préoccupés par les comportements d'inattention, d'hyperactivité de leur enfant parce qu'il y a de plus en plus de défis au quotidien. Les comportements deviennent vraiment intenses ou persistent dans le temps. Par exemple, il y a beaucoup d'opposition, beaucoup de crises, la difficulté à réaliser les routines avec les enfants. Donc, c'est des raisons pourquoi les parents y en viennent à consulter au CLSC. Dans d'autres situations aussi, ce qu'on voit, c'est que c'est l'éducatrice en garderie qui va observer ces difficultés-là ou même l'enseignant en classe qui va observer ces difficultés-là. Puis, malgré les stratégies qui vont être mises en place, les difficultés persistent. Donc, c'est souvent à ce moment-là que le professeur ou l'éducatrice va dire aux parents, ça pourrait être bien d'aller chercher un soutien au CLSC.
Puis c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du TDAH. En fait, c'est un sujet qui est bien documenté au niveau scientifique puis qui est de plus en plus connu du public. Des fois, les gens ont l'impression qu'on a tendance à surdiagnostiquer le TDAH ou qu'on va surmédicamenter les enfants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la prévalence, puis la prévalence, c'est le nombre de cas dans la population générale, c'est que la prévalence, elle demeure la même. Donc, au fil des années, c'est environ 5 à 7 d'enfants d'âge scolaire qui vont avoir un diagnostic de TDAH. Puis Et aussi, c'est quand même, qu'on... Ouais, on a quand l'impression même. qu'il y en a plus que ça. Non, c'est ça, effectivement, on a l'impression, mais on va en parler plus loin, tu sais, quand on évalue bien comme il faut, tu sais, on prend le temps de voir est-ce que c'est vraiment un TDAH ou il y a d'autres choses qui peuvent expliquer ça. OK, puis, mais c'est quoi exactement le TDAH? On en parle, mais c'est toujours un peu nébuleux, là. Bon, parfait. Fait que c'est sûr que ça, c'est la partie plus théorique, là, je dirais, de notre rencontre de ce soir. Le TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc, c'est un trouble qui vient affecter le développement neurologique, cognitif et adaptatif d'une personne. Puis quand on dit adaptatif, ben, c'est qu'il y a une atteinte au niveau du fonctionnement, au niveau du comportement. Alors, pour expliquer plus dans le cerveau comment ça se passe, mais de façon très simplifiée, c'est que dans le cerveau, il y a différentes zones, puis chaque zone du cerveau va communiquer des informations entre elles, puis c'est ce qui nous permet, entre autres, là, de réfléchir ou de se déplacer. Et des fois, la communication entre les différentes zones du cerveau ne se fait pas correctement, puis c'est là qu'on voit, exemple, des comportements d'inattention, impulsivité ou d'hyperactivité. OK. C'est ça. Ouais. Donc, c'est vraiment tout au niveau là, de la communication des différentes sphères au cerveau. Donc, il y a des communications qui ne se font pas super bien donc, de la manière dont tu disais. Donc, j'imagine que pour avoir un diagnostic, ça prend, est-ce qu'il faut vraiment aller voir là, tout ce qui se passe au niveau du cerveau aussi? Comment ça se passe pour obtenir un diagnostic? Ça serait le fun, je pense, que d'aller voir dans le cerveau, mais bon, ce serait vraiment plus les gens spécialisés là-dedans qui font ces recherches-là. Mais en fait, pour aller explorer un diagnostic, ben c'est ça. En fait, il faut comme vraiment prendre le temps d'évaluer globalement les comportements de la personne. Il faut déterminer est-ce que on peut expliquer par d'autres raisons les comportements ou on parle vraiment d'un trouble neurodéveloppemental. Ça devient vraiment pertinent là, quand on a mis plein de stratégies en place, puis on voit que malgré ça, ça ne fonctionne pas, que les comportements deviennent encore plus intenses, plus persistants, puis que là, on voit des répercussions vraiment importantes au niveau de l'enfant. Par exemple, mon enfant est tellement hyperactif qu'il est en situation d'échec à l'école. Il est tellement hyperactif que là, les amis ils commencent à moins aimer ça, jouer avec lui, donc il vit un petit peu plus de rejet social, malheureusement. Ou même à la maison, là, ça devient tellement difficile que là, la relation par-enfant commence à se détériorer. Là, effectivement, ça devient de plus en plus pertinent là, d'aller chercher du soutien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas tous les professionnels qui peuvent poser un diagnostic de TDAH. C'est entre autres les médecins, les psychiatres, pédopsychiatres, psychologues, neuropsychologues. Et en fait, c'est le psychoéducateur ou un travailleur social éducatrice spécialisé. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on va venir plus soutenir, exemple à la maison ou coacher l'école là, pour mettre en place des stratégies pour diminuer justement l'intensité des comportements. OK, donc vous venez aider à ce qu'on puisse modifier les comportements pour avoir des comportements plus adaptés finalement. Oui, c'est ça, OK. exactement. Puis, est-ce que ces symptômes-là, est-ce qu'on en entend parler beaucoup chez les enfants, mais est-ce qu'avec l'âge, est-ce que ça peut diminuer un peu? Alors, chez certaines personnes, ça peut s'atténuer avec l'âge, effectivement. En fait, ce qu'on voit, c'est que le cerveau il y a une maturation au niveau du cerveau, puis une maturation aussi au niveau émotionnel. On va développer aussi d'autres stratégies pour s'organiser, donc ça va venir pallier le trouble. Donc, effectivement, les symptômes peuvent s'atténuer. Puis d'ailleurs, au niveau des symptômes, en fait, il y a vraiment comme deux profils. Donc, il y a le profil plus attentionnel, on parle d'un TDA, un trouble déficitaire de l'attention. Donc, vraiment, exemple, quelqu'un qui est distrait, qui est lunatique, lent à s'exécuter, qui va prendre du retard dans les choses à faire, qui va oublier ses choses, de la difficulté à s'organiser.
Ce qu'on voit aussi souvent, c'est de la difficulté à persévérer dans les tâches qui demandent un effort soutenu. Fait que ça, c'est vraiment plus la partie attention. Et après ça, il y a le TDAH. Donc, le volet H qui est hyperactivité et ou impulsivité. Ça peut venir ensemble. Donc, l'hyperactivité, c'est par exemple, mon enfant, il a un grand besoin de bouger, il a de la difficulté à arrêter de bouger ou d'arrêter de parler. Puis l'impulsivité, bien, ça serait plus avoir tendance à répondre aux questions avant même que la personne ait fini de poser la question, avoir de la difficulté à attendre son tour, avoir tendance à interrompre la conversation. C'est drôle, hein? Quand on nomme les symptômes, on a toujours des gens en tête comme ça. Oui, Oui. Donc, si mon enfant, là, gigote là, complètement sans arrêt, il a de la difficulté à s'organiser, il oublie plein de choses, je peux fortement penser qu'il y a un TDA, là. oui, effectivement, on peut en venir à penser ça. Par contre, nuance super importante, c'est pas parce qu'un enfant est inattentif ou agité qu'il y a nécessairement un TDA ou un TDAH. C'est normal là, d'avoir des moments où notre attention est plus fragile, où on est plus agité. Habituellement, c'est passager, puis ça peut être lié à différents facteurs, comme par exemple si on vit un grand changement dans notre vie, un déménagement, une séparation, c'est normal que votre enfant soit plus agité ou moins attentif. Aussi, c'est de savoir que selon l'âge de l'enfant, les capacités attentionnelles sont différentes. T'sais, un enfant de 5 ans va être moins attentif qu'un enfant de 10 ans. Ça va jouer aussi au niveau de l'intérêt face à la tâche. Par exemple, mon enfant, s'il aime faire des mathématiques, ben ça ne va pas trop être difficile de l'encourager à en faire. Tandis que si c'est vraiment difficile, ben là, il va être moins attentif, plus agité. Puis en fait, il y a d'autres facteurs aussi comme la disponibilité. Donc, disponibilité physique, si mon enfant n'a pas bien dormi ou n'a pas bien mangé, ça peut venir affecter. Puis l'autre, c'est disponibilité émotionnelle. Donc, si, exemple, votre enfant a eu des conflits aujourd'hui à l'école avec ses pairs, ben c'est sûr que ça peut venir jouer là, au niveau de son attention. OK, donc finalement, il pourrait y avoir d'autres causes. J'imagine qu'il faut que ça s'installe dans le temps, là, à long terme, pour pouvoir aussi penser qu'il y aurait peut-être un trouble neurologique derrière, là. Exactement. Fait que c'est vraiment ça le point le plus important, de prendre le temps de bien évaluer, voir est-ce qu'il y a d'autres causes, mais que si effectivement on a passé à travers de toutes les causes possibles, puis ça persiste quand même dans le temps, bien effectivement, on se rapproche de plus en plus vers un TDA ou un TDAH. OK, puis comme c'est neurologique, est-ce que c'est vrai que le meilleur des traitements, c'est le fameux médicament? C'est une très bonne question. Puis effectivement, souvent, quand on parle de TDAH, on en vient à parler d'une médication. Par contre, vraiment, la première chose qu'on propose, c'est d'ajuster les stratégies comportementales. On va donner des exemples plus tard, mais qu'effectivement, si on adapte nos interventions puis qu'on voit qu'il y a un effet positif, que l'intensité des symptômes diminue, bien, on se rend compte que finalement, la médication, ce n'est pas nécessaire. Mais au contraire, que si les difficultés persistent, ouais, là, la médication devient pertinente. Et aussi, en fait, c'est de garder en tête que la médication, ce n'est pas une solution miracle. Donc, l'idéal, c'est que ça ne soit pas la seule partie du traitement. Puis un exemple que j'aime bien donner, c'est pour tous les problèmes de santé ou les difficultés qu'on rencontre, l'idée, c'est d'avoir une approche plus globale. Par exemple, si je vais voir mon médecin me dit que j'ai un problème au niveau de mon poids, je fais de l'embonpoint. Oui, je peux faire attention à ce que je mange, c'est déjà bien, mais ce qui va vraiment aider encore plus, c'est faire attention à mon alimentation, d'être certaine de bien dormir, de bouger, de gérer mon stress. Donc, c'est la même chose avec un TDAH. Donc, même avec une médication, il faudrait quand même aller regarder au niveau des stratégies comportementales là, pour essayer d'être trouvé, parce que tu parlais de comportement adaptatif tantôt, donc de peut-être trouver d'autres types de comportements qui seraient mieux, qui seraient plus acceptables puis moins dérangeants autour de lui, je suppose. De développer d'autres stratégies ou que si l'enfant n'arrive pas à faire ce qu'on lui demande, bien, comment le soutenir autrement pour qu'il puisse y arriver. OK. Fait que je comprends que comme parent, je dois prendre le temps vraiment d'éliminer là, toutes les causes là, des symptômes là, de ce que je perçois là, avant de pouvoir, avant que le médecin puisse en arriver à un diagnostic, là.
Puis avant d'en arriver à peut-être proposer aussi une médication à mon enfant, c'est pas la solution miracle, mais si je peux faire le choix aussi de ne pas donner la médication à un enfant. Il y a des gens qui sont, dans cette situation-là, puis c'est bien correct, mais se sentent parfois un peu jugés aussi. Fait que c'est un processus qui me semble quand même assez long, hein, du moment où on pense que notre enfant pourrait avoir un TDA du moment à ce qu'on puisse là, agir concrètement, puis réfléchir à la médication, réfléchir à modifier les comportements, tout ça. Puis si malgré tout ce qu'on fait, là, notre enfant continue à manifester des comportements d'inattention ou d'hyperactivité, c'est quoi les moyens qu'on peut utiliser justement à la maison pour accompagner notre enfant là, pendant tout le processus là, du début où on pense détecter un TDA jusqu'à toute la démarche là, d'un diagnostic puis d'avoir un réel soutien quelque part? Mhm. Ben, c'est sûr que l'idée, c'est d'être patient dans le sens que changer nos habitudes, changer nos comportements, ça demande du temps. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain, donc d'être patient, mais justement, on en arrive là au truc plus pratico-pratique. Donc, premier truc, c'est l'importance de la relation, de garder en tête que même si votre enfant vous en fait voir de toutes les couleurs, c'est super important d'entretenir la relation avec votre enfant. Donc, concrètement, de maintenir des moments privilégiés dans la routine, de continuer de faire des activités amusantes ensemble, donc de continuer de vivre, de continuer d'avoir du plaisir malgré les tempêtes. Donc, être tolérant là aussi, là. Ben, de garder en tête que c'est normal qu'il y ait des moins bonnes journées. Mhm. Et OK. si effectivement il y a beaucoup de mauvaises journées, ben, de quand même garder des moments positifs pour garder la relation forte. Super. On en a parlé beaucoup dans les lives des relations parents-enfants, comment c'est important. Bon, parfait. Super. Oui, c'est ça, parce que tu avais d'autres trucs comme ça à nous donner. Ben oui, dans le fond, un truc qu'on utilise beaucoup au CLSC, c'est on parle de la règle des 5 C. Donc, ça aussi, ça peut être une super bonne base si vous n'avez pas un suivi au CLSC. Donc, le 5 C, c'est par exemple, avoir des règles claires. Donc, quand vous faites des demandes à votre enfant, de vous assurer d'utiliser des mots qu'il va comprendre, des mots de son vocabulaire, de son âge. Puis aussi de comment vous faites votre demande. Si vous êtes dans une autre pièce, puis que votre enfant est aussi dans une autre pièce, ça ne sera pas gagnant. Ça peut être de s'approcher, s'assurer d'avoir un contact visuel, mettre une main sur l'épaule, surtout pour nos hyperactifs qui sont super agités. Ouais. Donc, voilà, pour les règles claires. Après ça, il y a les règles constantes. Donc, s'assurer que les règles, c'est les mêmes au fil du temps, puis ça ne va pas changer selon notre émotion ou selon notre état de fatigue. On suit la routine établie, on maintient les mêmes règles. Le troisième, c'est les règles concrètes. Donc, une demande le plus possible formulée à la positive avec des comportements concrets, puis les comportements ne vont pas laisser, mais en fait, la demande ne va pas laisser place à interprétation. Par exemple, quand on dit arrête de faire ça, c'est pas assez concret. Donc, ça serait plus de dire je te demande d'arrêter de courir. Courir qui est vraiment le comportement concret. OK. Ouais. Ensuite de ça, on aurait les règles cohérentes. Donc, c'est de garder en tête que les enfants, ils apprennent par observation, par modelage, donc ils vont nous imiter. Alors, un super bon exemple, c'est au souper, si on demande à l'enfant de mettre de côté l'écran, ben, comme parents, c'est de ne pas répondre au téléphone pendant le souper. Donc, c'est d'être cohérent avec nos demandes. Et finalement, des règles conséquentes. Donc, de toujours garder un plan B. Si mon enfant n'écoute pas la consigne, c'est quoi la conséquence? L'idée aussi, c'est que la conséquence doit avoir un lien direct avec le comportement. Si, exemple, un enfant frappe un autre enfant, on demande un geste de réparation, d'aller s'excuser, par exemple. Ou mon enfant ne met pas fin à son temps d'écran alors que je lui ai déjà répété 2, 3 fois, ben, ma prochaine étape, demain matin, il n'y a pas d'écran. Demain matin. Demain, en fait, il n'y aura pas d'écran. Puis il y a beaucoup de parents, en fait, qui s'empêchent de donner des conséquences parce que ça va faire beaucoup réagir les enfants. Mais en même temps, c'est important des conséquences parce que c'est comme ça qu'on responsabilise nos enfants. Donc, n'hésitez pas. Il y a des conséquences à tous nos gestes dans la vie, donc c'est déjà un premier apprentissage Ben en oui, ce tout à sens. fait. Tout à fait. Oui, Puis tant mieux si votre enfant peut vivre la conséquence dans un milieu sécuritaire avec vous, avec une personne sécuritaire. C'est un beau cadeau effectivement. qu'on leur fait. Effectivement. Puis nos petits hyperactifs, là, on fait quoi avec eux? On les fait bouger. Oui.
on les fait bouger. Donc, le plus possible, sortir dehors, aller marcher, aller courir, c'est vraiment ce qui est indiqué là, pour les hyperactifs. Sinon, pour les enfants, en fait, ce qui arrive souvent avec les enfants hyperactifs ou qu'on soupçonne un TDAH, c'est qu'on va beaucoup mettre l'emphase sur les difficultés. Donc, l'idée, c'est de venir maximiser les qualités ou les forces de votre enfant. Si votre enfant est super créatif, ben, faites-le faire des activités créatives. Si c'est un enfant sportif, bon, on le fait faire plus de sport. Comme ça va venir le valoriser, développer son estime de lui-même. C'est tellement important, justement, qu'ils vivent des réussites, tous nos enfants. Oui, vraiment. Ouais. Puis, finalement, là, au day-to-day, là, tous les jours, là, c'est vraiment d'avoir toutes ces 5 règles-là, finalement, d'être cohérent, constant, conséquent. Là, je me souviens plus de l'autre. Cohérent, constant, conséquent. Conséquent, cohérent, être concret. Et concret. Donc, c'est avec ces 5 Ouais. là que dans le quotidien, on est capable de mieux accompagner nos enfants aussi. Je dirais que c'est une super bonne base. Si vous vous demandez par quoi commencer, la relation, donc des jeux, des moments plaisants. Après ça, les 5C, c'est une vraiment bonne base. Bonne base pour partir. Merci Myriam pour tous ces trucs à la maison. Mais ici à l'école, maintenant, ça se passe un peu moins bien. Ça arrive des fois là, qu'à la maison, on réussit à s'en sortir, mais qu'à l'école, nos enseignants ont d'autres élèves à s'occuper aussi. Fait que des fois, notre enfant peut être plus dérangeant ou plus distrait, même encore. Donc, ça, on reçoit plusieurs notes là, de l'école, comme quoi notre enfant est agité, inattentif. Aussi encore, des fois, on perçoit que notre enfant reçoit régulièrement là, des conséquences, des billets. Puis si l'école m'aborde même aussi sur de la prise de médication, puis que je suis pas encore prêt comme parent, qu'est-ce que je fais? C'est quoi, mais comment je me dirige dans tout ça là, comme parent? Oui, c'est des très bonnes questions. La clé, c'est vraiment la communication. Donc, de prendre vraiment les informations de l'école comme justement un partage d'informations, même si effectivement ça peut venir nous chercher parce on veut le meilleur pour nos enfants. Vraiment. Mais c'est ça, donc de faire équipe avec l'école. Puis aussi, si jamais vous arrivez à mettre un mot sur ce qui se passe avec votre enfant, tu sais, si il y a une situation stressante ces temps-ci à la maison ou un changement, bien, vous pouvez le partager, ça, à l'enseignant, puis ça va permettre à l'enseignant de s'ajuster à l'enfant jusqu'à temps que la situation se replace. Aussi, si vous voyez que là, il y a une baisse de résultats scolaires, bien, vous pouvez aussi le nommer à l'enseignant qui probablement a déjà vu. Donc, essayer de voir au niveau des devoirs, est-ce que vous pouvez ajuster, essayer d'aller compenser un petit peu avec votre enfant. Puis si ça se replace, tant mieux. Puis sinon, si effectivement ça ne se replace pas, bien là, c'est de voir avec l'enseignant est-ce qu'on est rendu à se rencontrer, puis de mettre en place plus de stratégies, autant à l'école qu'à la maison. Un point aussi vraiment important que je dis aux parents, c'est ça se peut que vous ne soyez pas d'accord non plus avec ce que l'enseignant va dire ou ce que l'école va dire, puis c'est correct, mais d'être capable d'en parler aussi. Ça, je pense que ça fait partie de la solution, puis d'essayer de trouver un terrain d'entente là, pour, en fait, trouver des solutions qui, selon vous, conviennent mieux à votre enfant. Puis pour la médication, la fameuse médication, bien, en fait, souvent, là, c'est que quand l'école en vient à parler médication, c'est qu'ils ont tellement essayé de choses, puis que là, ça ne fonctionne pas. Le message, en fait, c'est que là, on arrive au bout de nos ressources, puis il faut aller chercher une aide additionnelle. Donc, soit aller au CLSC ou aller consulter le médecin pour voir est-ce qu'on est rendu à prendre une médication. Puis, en même temps, c'est la décision des parents au final. Si l'école vous dit que ça prend vraiment une médication, bien, ça vous appartient, ce choix-là. Effectivement. Il faut Ça peut être continuer à difficile. travailler sur. Oui, c'est ça. Ouais. Continuer à travailler quand même sur les comportements, puis travailler sur Oui, le c'est ça. renforcement de l'enfant, là, même si. Parce qu'on en parlait tantôt, hein, même avec la médication, c'est pas tout, ça ne réglera pas tout. Il reste quand même du travail à faire. Là, donc, il faut quand même poursuivre dans ce sens-là. Mais comme tu disais, je pense que notre enfant passe ses journées à l'école avec son enseignante. Fait qu'on est mieux d'avoir une bonne communication avec l'école, puis essayer d'entretenir des relations harmonieuses, même si des fois on n'est pas d'accord. Donc, il faut juste nommer les choses. Oui, tout à fait. Puis j'ai le goût d'en rajouter.
c'est comme les coparents, deux parents ensemble qui ne s'entendent pas devant l'enfant, mais ça envoie un message contradictoire. C'est la même chose avec le prof. Si vous Ouais. entendez pas, c'est correct, on peut se le dire, mais si on contredit devant l'enfant le prof, ben, ça peut avoir d'autres impacts aussi, où est-ce que l'enfant va remettre en question le prof aussi. Donc, c'est ça, tout se dit, mais tout est dans la communication. Effectivement. Donc, si je perçois que mon enfant a des difficultés attentionnelles, pour y remédier, puis pour aider mon enfant à vivre, apprendre à vivre avec son trouble, ben je dois m'investir, moi, comme parent. Je pense que c'est ça que je comprends là, depuis le début de l'entrevue. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça implique pour moi là, de m'investir auprès de mon enfant qui a un TDA, puis que je dois accompagner? Bon, ben, comme expliqué tout à l'heure, un TDA, si effectivement il y a un diagnostic, c'est que c'est un trouble, donc ça ne disparaît pas. Donc, de garder ça en tête, que mon enfant va avoir besoin d'un peu plus d'accompagnement qu'un autre enfant, mais qu'avec le temps, la maturité du cerveau, effectivement, ça va devenir plus facile. Donc, ça demande beaucoup aux parents de réajuster leur attente, de ne pas dire mon enfant il est paresseux ou il veut vraiment pas, c'est qu'effectivement, c'est difficile pour lui. Donc, de vraiment venir ajuster notre accompagnement. Aussi, souvent, ce qui arrive avec les enfants qui ont un TDAH, c'est qu'il y a des journées où, étonnamment, ça va super bien, ils fonctionnent bien, ça va numéro un, puis le lendemain ben, c'est l'inverse. Donc, c'est très inconstant au niveau de leur Et- disponibilité. Donc, de garder ça en tête aussi, je pense que ça vient comme normaliser ce que peuvent vivre les parents. OK, mais c'est super intéressant, ça. Donc, on a espoir qu'il puisse développer une maturité puis être un petit peu plus autonome finalement dans ses choix de comportement. C'est ça que tu disais là. Oui, tout à fait. Puis, il y a des enfants chez qui ça va être plus long. La maturité du cerveau, c'est plus long. Donc, aussi garder ça en tête, d'être patient, mais qu'effectivement, on peut venir, je dirais pas pallier, mais venir donner d'autres outils à l'enfant et aux parents pour venir justement aider au quotidien. Parce que c'est vrai que ça peut être des défis. Oui, oui, puis de l'aide, c'est toujours bienvenu. Souvent, comme parents, on n'est pas les meilleurs intervenants non plus, là, donc aller chercher du support externe, là, c'est toujours un plus. C'est une belle expérience à chaque fois. Oui, je dirais, tu sais, les parents font du mieux qu'ils peuvent, puis c'est eux qui connaissent le mieux leur enfant, mais des fois, effectivement, d'avoir juste un avis extérieur, quelqu'un qui est pas pris dans la situation, juste ça, ça peut être Effectivement, effectivement. Merci Myriam de nous avoir un amené toutes plaisir. ces informations-là. Donc, si je résume un petit peu ce que tu nous as apporté aujourd'hui comme information sur le TDA avec ou sans H, c'est que c'est un trouble neurologique qui affecte l'attention, l'hyperactivité, mais qui peut quand même évoluer dans le temps avec l'âge, la maturité. Mhm. Fait que, étant donné que c'est neurologique, pour obtenir un diagnostic, hein, on ne fait plus de Ah, moi j'ai un TDA ou mon enfant a un TDA. Non, non, ça prend quand même l'avis d'un médecin ou d'un neurologue, psychologue. Donc, n'hésitez pas à les consulter si vous voyez que les comportements perdurent dans le temps, parce qu'ils peuvent être dus à d'autres. Ces comportements peuvent être des causes de d'autres symptômes, des symptômes d'autres causes. Moi, j'étais à l'envers, mais bon. Donc, n'hésitez pas, là, si ça perdure dans le temps, peut-être aller consulter, aller chercher de l'aide. D'abord, le CI3S, là, eux vont pouvoir déjà aussi vous orienter un peu puis vous accompagner comme parents. Puis, ben oui, de la médication, mais oui et non. Donc, il y a quand même, malgré la médication, si c'est le choix qu'on fait, il y a quand même des interventions au niveau des comportements à faire, puis accompagner notre enfant à se développer comme personne aussi. Donc, c'est pour Mhm. ça que des bonnes règles parentales selon les 5 C, mais aussi continuer à avoir des bonnes relations avec son enfant, avec son école aussi, son enseignante, pour qu'il se sente en sécurité puis qu'il puisse développer avec une bonne estime de lui-même. Je pense que ça résume. C'est un très bon résumé. OK. Good. Alors, je ne sais pas, je regarde du côté des commentaires. Sur la page Facebook, il y en a quand même quelques commentaires qui s'inscrivent. C'est le fun.
Alors, il ne faut pas dire que c'est une maladie, le TDAH. Selon Chani Letendre, même plusieurs personnes à l'âge adulte le développent neurologiquement, rejoint la moyenne et même développer des facultés d'adaptation intellectuelle. OK, donc Chani a peut-être quelques connaissances aussi sur le sujet. Donc, je pense qu'on parle beaucoup d'expériences personnelles en dessous. Je sais que ça vient rejoindre beaucoup de familles, le TDAH chez nos enfants. Donc, on a ici Myriam Cloutier. Ça se facilite à un âge en particulier. Le cerveau, ça se maturise à l'âge adulte seulement. Donc, il y avait peut-être quelques petites questions là, au niveau de la maturation du cerveau. Je ne sais pas si tu avais d'autres informations rapidement, Myriam, que tu peux nous donner sur le sujet. S'il y a un âge précis où ça se mature, je ne voudrais pas m'avancer avec cette information-là. Oui, je pense que ça serait, faudrait aller vérifier. Mais c'est de garder en tête que même si on a un écart d'âge, c'est de garder en tête que même dans cet écart-là, ça se peut que votre enfant soit plus près des autres ou un peu plus loin. Ça se peut aussi qu'à un moment donné, il va avoir un déclic où est-ce que là, la maturité va s'acquérir plus rapidement. Ouais. Mais je pense que pour justement aider toute la maturation à se faire, je pense que d'avoir des bons comportements comme parents, des bonnes interventions comme parents, puis d'avoir des fois du soutien aussi pour justement faire les bonnes interventions comme parents pour bien accompagner notre enfant, ça peut l'aider à développer d'autres outils puis à voir qu'il y a autre chose qui existe là, que les comportements qu'il entretient en ce moment, parce qu'on s'entend que oui, c'est des comportements qu'il entretient, mais à un moment donné, il faut lui donner les idées qu'il y a autre chose par lesquelles il pourrait remplacer ces comportements-là qui sont d'inattention ou d'hyperactivité. Donc, je pense que plus on l'outille, plus quand il va arriver à maturité, il va avoir d'autres outils dans son coffre, en fait, là, il va avoir d'autres opportunités. Fait que n'hésitez pas à aller consulter les parents qui sont inquiets, puis aller chercher vraiment d'autres ressources à l'extérieur. C'est vraiment, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner, de toute façon. Donc, Myriam, tu nous avais donné aussi quelques petites références pour les parents, ceux qui souhaitent en savoir davantage. Donc, je vais aller déposer les références dans les commentaires. Donc, les parents qui nous écoutent, si c'est sur la page de la Maison de la famille des Pays d'en haut, sur la page Facebook, vous allez pouvoir voir dans les commentaires quelques-unes des références. Donc, il y a l'Association québécoise des neuropsychologues qui traite du TDAH, TDAH, la boîte à outils de Ariane Hébert, qui est un petit livre vraiment hyper intéressant. Donc, sur le site Vie de parents, on parle justement des 5 C dont tu nous as parlé tantôt, Myriam. Et MOOC sur le TDAH, c'est ça? C'est un cours gratuit par l'Université Laval? Oui, exactement. Ben, là, je crois que la période d'inscription est terminée, mais ça revient. Donc, si ça vous intéresse, c'est un cours gratuit en ligne hyper complet sur le TDAH. Il y a une version plus à la maison, puis pour les enseignants, il y a une version plus à l'école. Oui, excellent. Fait que ça peut être vraiment intéressant pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc, je vais mettre toutes ces références dans les commentaires, finalement, là, en dessous du Facebook Live, sur la page Facebook de la Maison de la famille des Pays d'en haut. Bien, merci, Myriam, d'avoir été avec nous ce soir. C'est vraiment un plaisir de parler de ce passionnant sujet avec toi. Bien, ça me fait vraiment plaisir. Puis, tu sais, quand on s'est parlé du thème, je disais que 30 minutes, c'était pas beaucoup. C'est un sujet qu'on pourrait continuer de parler On peut longtemps. approfondir, oui, effectivement. Donc, je remercie tous les parents qui sont ici ce soir, qui ont accès à ce Facebook Live et ceux qui vont nous réécouter en rediffusion, soit sur la page Facebook de la Maison de la Famille ou encore sur la chaîne YouTube de la Maison de la Maison de la Famille. Donc, tous les Facebook Live sont déposés sur cette chaîne-là. Et je vous annonce que pour le Facebook Live du mois de mai, donc qui aura lieu le 17 mai prochain à 19h30, nous allons recevoir Manon Doré, qui est directrice à l'école primaire de Saint-Sauveur, et nous allons aborder la question des fameux examens de fin d'année, les examens du ministère de 4e et de 6e année. Donc, si vous voulez savoir un peu comment préparer vos enfants, c'est quoi ces examens-là aussi, hein? On ne les voit jamais, nous, comme parents. Donc, c'est un rendez-vous avec Manon Doré dans le mois de mai.
Alors voilà pour ce soir. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci Myriam. Oui. C'est un plaisir. Au revoir tout le monde. Ouais, je pense que c'est ça. On est plus dessus. Non, c'est ça, je vois plus le live, mais je vois que ça